Bonjour à tous, c'est Vince. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passe-Passe. Aujourd'hui, j'ai un invité. J'arrive même pas à parler, ça commence bien. J'ai un invité spécial. Il s'appelle Jordan Victoria. Bon, ça va faire plaisir à beaucoup de monde et moi aussi, ça me fait plaisir. Salut Jordan, comment ça va? Ça va très bien, je te remercie. Merci beaucoup de m'accepter sur ce podcast. Ça va être trop bien, quoi. Ouais, ça J'ai va être vraiment cool. hâte. Bah merci à toi d'être là, c'est un plaisir. Alors Jordan, il se trouve qu'on ne se connaît pas, on s'est jamais rencontré auparavant et on n'a même jamais échangé jusqu'à maintenant. Jamais, jamais, Mais jamais. néanmoins, je regarde ton travail de loin, quoi, sur le web et il y a plein de trucs qui sont très très sympas. C'est la raison pour laquelle je t'ai invité aujourd'hui. Jordan, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Bah écoute, moi c'est Jordan Victoria. C'est mon vrai nom. Il y en a beaucoup qui me le demandent. C'est pas un nom d'artiste, c'est mon vrai nom. Ok. J'ai 31 ans. 31 ans et ça fait, ça commence à faire maintenant, hein. Je pense pas loin de 25 ans. 22, 23 ans que je fais de la magie maintenant. Donc à la base en amateur, mais je suis vite passé professionnel parce que j'ai attaqué les prestats à 16 ans et ensuite j'ai quasiment fait que ça, hein. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de boulot conventionnel. J'ai Ouais. toujours fait que ça. Non, enfin si, j'en ai eu, mais plus en mode transition quoi. Parce que en réalité, je sais même pas. Je sais même pas parce que c'était peut-être plus la sécurité de l'emploi, tu vois, où je me suis dit à un moment donné, bah ouais, peut-être que ça sera pas éternel que de faire de la magie. Donc voilà, pendant 2 ans, je pense, ouais, entre mes 16 et ben maintenant, je pense que pendant 2 ans, j'ai eu des emplois classiques, on va dire. Et voilà, mais sinon j'ai fait que de la magie, presta, production, Ok. essentiellement de la production parce que c'est vrai que c'est ce qui prend le plus de temps au quotidien. Ok, trop bien. C'est ouais, c'est particulier. La plupart des gens peuvent, je dis bien la plupart, hein, il y a des cas exceptionnels, mais avoir un boulot, c'est aussi un bon modèle, tu vois, d'avoir ton truc sécurité, faire tes Ouais, bien sûr. prestats, trucs à côté, ça fait un bon complément et tout. Ok, et puis super tôt aussi pour toi parce que même 16 ans, 18, 20 ans, on est encore très jeune. Ouais. Avoir déjà cette mentalité de te dire je veux faire que ça. Alors la question que je te pose c'est pourquoi te dire je veux faire que ça? Est-ce que c'est parce que c'est la passion qui t'anime ou c'est parce que tu veux pas aller bosser à côté, tu vois? Alors, quand je te dis que j'ai commencé à 16 ans, donc moi à 16 ans j'étais encore au lycée, je n'étais pas du tout, mais alors pas du, je le suis toujours pas. Je suis pas du tout scolaire. C'est un truc, moi, m'asseoir sur une chaise, écouter quelqu'un me parler pendant 8 heures, ça me gave en fait, hein. C'est aussi simple que ça. Par contre, j'adore apprendre, j'adore m'instruire, j'adore apprendre de nouvelles choses. Et ça, je l'ai très vite compris. Donc du coup, bah, à 16 ans, moi, je faisais mes premières prestats et j'allais encore en cours à côté, ce qui fait que bah, à 16 ans, je gagnais du pognon, alors que mes potes, eux, ne gagnaient pas de pognon. Donc, et tu vois, il y avait même si ça a rien changé à ma vie, mais il y avait quand même un certain décalage, tu vois, avec mes potes, parce que bah, quand tu sortais, bah, toi, t'avais de quoi, enfin, de quoi payer, machin et tout, et t'as quand même ce petit décalage. Et je me suis vite rendu compte que bah, j'avais quand même envie d'entreprendre. Donc du coup, c'est pour ça qu'à 18 ans, bah, 19 ans, parce que bon, je fais une année supplémentaire, hein. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, inscris-toi à la fac, on va voir. Et j'ai fait 2 semaines et j'ai lâché l'affaire, quoi. Donc de là, bah, j'ai pris un taf alimentaire et ce taf alimentaire m'a permis de lancer ma première prod physique, parce que j'avais fait des téléchargements avant. Et voilà. Et donc du coup, bah, je sais même plus ta question, c'était quoi exactement, parce que Oui, non, tu mais on l'as. s'en fout de la question. Ok. Non, non, Et c'est donc très du bien. coup, Non, l'idée, c'était de savoir pourquoi faire le choix de te dire tout de suite, je veux en travailler, tu vois, parce qu'on peut être animé par la passion, ne pas en faire son métier, soit décider d'en faire une carrière, ou soit se dire, je vais avoir un boulot alimentaire à côté, faire ça en plus. Tu vois, il y a plein de modèles différents pour chacun d'entre nous. bien sûr, bien sûr. Et ben du coup, c'est clairement ça, hein. Je pense que ça a été vraiment cette volonté d'entreprendre et de lancer mes projets par moi-même. Parce que c'est vrai que on en parlera peut-être après, mais aujourd'hui c'est quand même très très facile de sortir un produit si on a envie de sortir un produit. C'est très simple en fait. On contacte un producteur, l'idée plaît, bon ben on vend des droits et basta. Il y a du coup ça fait 15 ans maintenant. Il y a une quinzaine d'années, c'était pas si simple que ça. C'était même plutôt assez compliqué. Et du coup, bah, je m'en suis rendu compte par la suite, parce que c'est vrai que moi, j'étais dans mon truc à me dire, bah, si je veux sortir un produit, il faut que je fasse telle étape, telle étape, telle étape, telle étape. Et je me suis pas vraiment rendu compte de la difficulté, ni même de la rentabilité d'un projet, parce que c'est pas si évident que ça. Et, euh, et voilà, je m'en suis rendu compte par la suite. Donc ouais, je pense que ça a vraiment été le moteur, ça a vraiment été cette volonté d'entreprendre. Ouais. Justement, une des particularités, c'est que toi, tu crées des effets, tu as fait des téléchargements, tu as des produits qui sont à toi. Est-ce que tu peux nous faire un petit panel d'horizon
de ce que tu as fait, de ce que tu proposes? En fait, j'ai un peu suivi la mode, on va dire, parce que j'ai commencé très tôt à fabriquer mes propres gimmicks. En fait, pour faire très simple, je suis autodidacte en magie. Pendant peut-être les 5 premières années, donc du coup, moi, j'ai commencé avec une collection de Mirouf qui était sortie en papeterie. Bon, t'apprends pas mal de tours, mais rien qui va te faire une presta, quoi. Et en fait, j'avais aucune connaissance en magie, c'est-à-dire que je ne savais pas qu'il existait des boutiques de magie. Je ne savais pas qu'il existait des sites internet pour acheter des tours de magie. Et donc, du coup, c'était un petit peu le début de YouTube, tu vois, 2006, 2007, enfin, par la suite, quoi. Et du coup, en fait, je regardais des vidéos et je me disais, OK, pour faire ce que je suis en train de voir, comment est-ce que je fais, quoi. Et du coup, je suis très autodidacte sur mes premières années. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai créé mes premiers gimmicks assez rapidement. Et j'ai suivi cette mode. C'est-à-dire qu'il y a eu une mode des gimmicks. Bah, j'étais un petit peu dedans. Je fabriquais beaucoup de gimmicks. Ensuite, ça s'est un petit peu estompé avec les DVD, hein, en fait. Hein. Quand il n'y a plus de DVD, les gimmicks sont moins bien vendus. On est plus passé sur comment dire, du, du concept, du principe. Donc là, je me suis plus axé sur des jeux de cartes spéciaux. Et en fait, je suis un petit peu ces cycles-là. Donc en gros, pour te donner une idée, beaucoup de techniques au début. Ensuite, je suis vraiment passé sur les gimmicks. Et ensuite, j'ai vraiment commencé à développer des concepts, des principes, etc. Ce qui fait qu'en ce moment, je sors beaucoup moins de choses parce que c'est des choses qui sont moins évidentes à produire aussi. Ok. Tu peux, tu peux nous parler de quelques produits phares pour toi, des trucs Bien sûr. que t'aimes bien partager? Ah ouais, ouais, bien sûr. Alors, j'ai moi mon produit favori, enfin favori. Disons que c'est mon petit bébé, c'est celui qui m'a un petit peu lancé dans le milieu de la créa, on va dire mondialement, en toute humilité quoi. C'est Travel que j'avais sorti avec Soundsminds à l'époque, bon qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais j'avais sorti avec Soundsminds et c'est vrai que ça m'a fait un petit nom à l'international. En fait, même avant même d'être un petit peu connu en France quoi. Bon, c'était un petit peu marrant, quoi. Et du coup, Travel, je l'ai sorti et par la suite, si tu veux, ça a mis peut-être 1 an et demi à sortir ce produit-là, entre le moment où ils te le valident, le moment où ils font fabriquer et tout. Donc 1 an et demi. Et moi, entre-temps, j'avais eu le temps de développer encore la méthode pour la rendre examinable. Je t'expliquerai le tour après. Pour le rendre examinable. Et ce qui fait que bah, il y avait encore un petit décalage entre les deux. Sandsman avait fait fabriquer en Chine, c'était mal fabriqué, machin et tout. Donc j'ai eu mon nom qui a un petit peu pété à ce moment-là. Mais d'un autre côté, il y avait beaucoup de critiques parce que le gimmick était pas ouf. Et du coup, j'ai dit, c'est mort maintenant, je fais plus fabriquer par les gens, je fais tout seul. C'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un qui critique, ça peut être que de ma faute, quoi. Il y a personne d'autre qui peut, enfin, c'est que de ma faute. Et donc de là, en fait, Travel est devenu Abra que j'ai sorti peut-être en 2017 ou un truc comme ça. Et c'est à ce jour le produit qui s'est peut-être qu'il a été détrôné, mais qui était le plus vendu, que j'ai le plus vendu quoi. Et si tu veux, c'est un change de deux cartes pliées extrêmement visuel, avec beaucoup de possibilités en termes de change et surtout qui est très pratique, examinable, que tu peux faire à n'importe quel moment, que tu peux toujours avoir dans ton portefeuille, pas d'aimant et compagnie, ce qui fait que t'as pas besoin de préparation. Et, euh, et voilà quoi. Donc ça c'est vraiment le produit pas dont je suis le plus fier, mais en tout cas celui qui a le fait le plus parler de lui, quoi. Ok. Et alors, quel est celui dont tu es le plus fier? Après, des fois, on a une véritable différence entre quelque chose que nous, on aime, et puis après aussi en termes de public, de réception du public. Des fois, il Ouais, peut y avoir des décalages avec ça. Mais si tu ouais. arrives à avoir un truc, genre tu te dis ça, c'est ma créa, coup de cœur, c'est mon bébé, et en plus que ça plaise beaucoup au public, c'est quoi alors toi ton petit spécial? Je pense que c'est la fabrique. La fabrique qui est, je sais pas si tu as entendu parler, mais c'est un coffret dans lequel tu as un livre, tu as un jeu de cartes et du matériel. Et en fait, c'est un livre sur le thème de la fabrication de gimmicks. Donc en fait, la totalité du livre parle de fabrication de cartes splittées, de cartes aimantées, de cartes flap, avec des tableaux et compagnie. Et celui-là, j'en suis fier parce que il a été écrit très rapidement, avec énormément de passion.
Et c'est ça qui est cool, enfin que je trouve le plus kiffant en fait. Et surtout avec une équipe quoi. Une équipe, c'était avec les Three Monkeys. Il y a eu une grosse équipe pour le tournage. Il y a eu mon ami Camille Cassen qui avait fait la mise en page, qui avait fait le design et compagnie. Et vraiment, ça a été quelque chose où ça allait très très vite, quoi. C'est bam, j'ai une idée, je le balance, les mecs qui mettent en page. Enfin, et ça a vraiment été kiffant. Et je pense que ouais, c'est le produit dont je suis le plus fier aujourd'hui parce qu'en plus de ça, c'est une première mondiale. Ça a jamais été, même aux US, tu vois, où il y a des mecs qui créent beaucoup. Il n'y a jamais eu de livre vraiment sur la fabrication de gimmicks. Et, euh, et là, d'en faire un coffret avec tout le matériel et tout, ça a été quelque chose qui a été limité à 400 unités. Je pense même que les Monkeys en ont peut-être plus à ce jour, ou très peu. Et, euh, et voilà, quoi. C'est mon petit bébé, je pense, et ça le restera, ça le restera mon petit moment, quoi. Jusqu'au tome Ok. 2 quoi. Ouais. Toi, ton coup de cœur magie, ça reste quand même autour de la cartomagie ou Oui. t'as beaucoup de... Ouais, cartomagie. Euh, je voulais te demander comment ça se passe. Moi, je connais pas ce côté-là de la magie dans lequel tu crées quelque chose et puis tu vas le mettre sur le marché. Tu peux nous expliquer de ton expérience comment ça le déroulé entre ton idée et puis un produit qui est vendu sur le marché. Comment ça se passe ça? Eh ben, écoute, il y a plusieurs options. Bon, on va mettre à part le côté créa, mais on va plus parler de la prod, parce que bon, la créa, t'as une idée, tu la fabriques, tu fais un proto, t'en fais 2, 3, 4, 5, tu le testes sur les gens. Enfin, jusque-là, il n'y a pas besoin d'être créateur, quoi, hein. C'est-à-dire que toi, je sais pas si tu crées des trucs, même sans parler de cartes, hein, mais pour tes prestats, tu vas peut-être. La plupart de mes créas ne sont pas matériels. C'est lié Ouais, au voilà, mentalisme, à la exactement. personnalisation, et puis changer. Moi, c'est pour ça que je pense que j'ai rien créé, c'est que en fait, je prends des choses qui existent déjà et selon mon besoin et mes contraintes, je vais le modifier. Et puis des fois, ça donne quelque chose dont je n'ai jamais vu personne le faire, mais je ne suis pas le créateur de l'effet ou de la technique. Tu vois, là, tu touches un bon point, c'est-à-dire qu'en fait, on parle souvent de créateur, mais en fait, on n'est pas créateur. En fait, si tu veux, on crée rien, hein. On actualise, on modifie, mais en fait, si tu regardes bien sur le marché de la magie, euh, il y a très peu de vraies nouvelles choses qui sortent. Tu vois, à part peut-être dans la nouvelle technologie. Et encore, je trouve que c'est assez redondant. Tout ce qui sort aujourd'hui, c'est à qui va avoir la plus grosse, hein. Ça, je sors un truc qui va être mieux, mais qui est sensiblement la même chose. Donc en fait, quand on dit créateur, bon, il y a une part de vrai, mais ça devrait pas être le bon terme, quoi. Donc voilà. Peut-être que le terme Ouais, de en fait, artisan fonctionnerait mieux, exactement, ouais. Ouais, ouais. exactement. Ça serait plus ça qui collerait à ce qu'on fait. Mais voilà, mis à part ça, ensuite, comment est-ce que tu le mets sur le marché? Aujourd'hui, ce que je disais, c'est assez simple. Tu contactes un producteur, il y en a partout, il y en a même, il y en a en France. Nous, récemment, on a monté une société de production aussi avec un ami à moi, on pourra en parler après. Euh, en France, aux États-Unis, enfin, il y en a vraiment partout. Et en soi, tu leur vends l'idée, hein. Tu leur vends tout simplement une idée, tu leur dis voilà, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Il y a un cachet, il y a des royalties, enfin voilà. Et ensuite, c'est eux qui s'en occupent. Si c'est toi qui veux t'en occuper, eh ben après, il faut passer par toutes les étapes, quoi. La fabrication, donc soit tu le fabriques toi, soit tu le fais fabriquer par quelqu'un. Mais là, il y a plutôt intérêt à trouver un gars qui bosse bien, parce que sinon, les critiques, encore plus aujourd'hui avec les réseaux, ça va vite. Euh, le packaging, le design du packaging, la vidéo, la communication, le marketing, la distribution, c'est beaucoup d'étapes qui font que les gens qui achètent simplement ne se rendent pas compte. On voit souvent, tu sais, sur les réseaux, je sais pas si t'es souvent présent sur les réseaux, moi j'essaie de m'en éloigner un petit peu, mais ah, putain, ce produit il est trop cher, celui-là il est trop cher, ils abusent pour vendre une carte à 50 balles. Faut pas oublier tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est pas juste je vends une carte à 50 balles, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'argent aussi. Une vidéo ça coûte pas 50 balles, hein. Bien sûr. La production d'un packaging non plus, la production des cartes non plus. Enfin voilà. Donc voilà, il y a plusieurs étapes à respecter. Et voilà. Et moi, de plus en plus, bah, en fait, pour pas dire quasiment tout le temps, hein, maintenant, je fais tout seul, quoi. Je fais tout seul. Tout doucement, je commence à léguer un petit peu la fabrication parce que j'ai trouvé quelqu'un de confiance. Mais sinon, jusqu'à présent, je faisais tout à la main, quoi. Tout à la main. Tu- Abra, pour te donner une idée, il y en a eu plus de. Alors, Abra et Travel confondus, je serais incapable de te dire combien il y a eu de Abra tout seul, mais en tout, il y en a eu plus de 10 000 qui ont été vendus. Ouais.
Et que tu as fabriqué, toi. Et non, 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 justement, parce qu'il y a eu une partie de travel, je pense que je dirais dans les 7000 à bras, peut-être. Ouais, bah, 7000, c'est costaud, hein. 7000 à bras sur, ouais, allez, 3 grosses années, et après sur le temps, d'autres. 7000, ça fait beaucoup, quoi. Bah ouais, ça fait les T'as bras. les doigts à la fin. Tu sais que justement, j'ai un peu du mal à imaginer le plan économique là-dessus, la stratégie économique, parce que si tu valorises ton temps à l'heure, le coût des matériaux, le coût de tes partenaires, s'il y a un petit peu de distribution, un peu de communication, si t'es pas graphiste et que tu fais faire le graphisme, j'ai du mal faudrait le poser évidemment, que je prenne le temps pour le poser, mais Bien je sûr. me dis le coût énergie, finance de départ pour lancer un projet, pour vendre un produit qui peut être entre 30 euros et 150 euros en moyenne. J'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse gagner correctement sa vie. Encore faut-il Mm. définir qu'est-ce que c'est correctement, mais on va dire Bien sûr. qu'aujourd'hui, avec aller entre 2000 et 3000 euros par mois, Ouais. tu peux vivre. J'ai du mal à imaginer que des créateurs, des artisans, ça dépend qui, mais puissent vivre pleinement leur passion, de leur artisanat et de manière pérenne. Qu'est-ce Ouais. que tu penses de ça, toi? J'en pense que c'est faisable, parce que c'est le cas. Mais c'est vrai que t'as raison dans le fond, hein. Moi, je le vois plus d'un point de vue. euh, En fait, sur le long terme, je pense que c'est un boulot qui est pérenne. En revanche, si tu prends produit par produit, il y a moyen que ça le soit pas. Pour donner une idée, Abra, pareil, ça fait un moment que j'en ai pas fabriqué, et c'est très rentable. Le coût du matériel, c'est pas grand-chose. Après, par contre, voilà aussi, il faut se débrouiller pour aller trouver les bons fournisseurs, les bons fabricants. Parce que bon, un packaging, une simple enveloppe, bah, tu peux en avoir pour 20 centimes, comme tu peux en avoir pour 2,50 €. Pareil, si j'en fais fabriquer 500, je vais peut-être le payer 2,50 € si je le fais fabriquer en France, par exemple. Si je le fais fabriquer en Pologne, je vais peut-être en avoir pour 1 €. Et si j'en fais 2000 en Chine, je vais peut-être le payer 50 centimes. Donc, tu vois, il y a ça aussi. Et c'est là que tu as les mecs qui vont sortir un produit et qui vont vite déchanter parce qu'ils vont se dire, en fait, c'est juste pas possible de payer mon jeu de cartes 5 € parce qu'en fait, ils l'ont acheté dans une boutique. Donc la carte, elle me revient à temps. Ensuite, le packaging me coûte 2,50 €. La vidéo, elle me coûte tant. Et en fait, ils vont se dire, je lâche l'affaire. C'est juste pas possible. Si c'est pour gagner 10 centimes par produit, c'est mort. Je vais plutôt passer par un producteur. Et c'est là qu'il y a un décalage entre les artisans, justement, et les autres qui, eux, vont se dire, il y a la facilité, donc je donne. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème parce que ben, aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui sortent qui devraient pas sortir, quoi. Tu vois, des produits qui font pas réellement avancer la magie, des trucs qui sont pas aboutis. Donc voilà. Mais pour en revenir à ta question, donc moi en fait je le vois vraiment sur le long terme, c'est-à-dire que on va prendre l'exemple d'Abra, admettons que celui-ci ne soit pas rentable parce que il me prend beaucoup trop de temps à fabriquer ou quoi, ce qui n'est pas le cas, hein, mais c'est pour l'exemple, qui me prend beaucoup trop de temps à fabriquer, c'est pas grave. En fait, c'est de la visibilité, c'est de la communication, c'est un ensemble de plein de choses. Par contre, si je prends ça par exemple, My Coloring Deck, voilà, c'est un jeu bicycle, ça m'a pris, je sais pas, hein, j'ai pas les tableaux sous les yeux, mais ça m'a pris 3 heures à faire sur le PC avec pour la mise en, comment dire, le design, Le quoi. design? Et ensuite, bah, il faut payer pour lancer la prod, quoi. Mais voilà, en termes de temps, ça, c'est emballé, c'est envoyé directement chez le distributeur, ça vient chez moi, on envoie dans les boutiques et voilà. Donc, tu vois, il y en a certains qui vont être rentables très rapidement, d'autres qui vont l'être sur le long terme, d'autres qui vont pas l'être, d'autres qui vont l'être énormément. Et je pense que cumuler, c'est ce qui permet à ceux qui se lancent vraiment d'arriver à en vivre, quoi, tout simplement. Ok, ça veut dire qu'il y a aussi une différence fondamentale entre quelqu'un qui a une idée, d'un seul coup il a eu un éclair de génie, il s'est dit ok je pousse le truc, je le mets sur le marché, et par exemple bah, je me considère pas comme un artisan ni un créateur, j'ai eu une idée, c'est sympa, les gens m'ont dit que c'était cool, je le lance et puis je le file à une boutique, à un distributeur. Et puis il y a de l'autre côté, bah, ceux qui entre guillemets sont un peu plus créateurs et qui ont un plan sur le long terme, en se disant, et j'ai l'impression que c'est un peu comme toi, c'est que tu as cette capacité à te dire, mais dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je créerai toujours des choses. Et donc ton métier est créateur au final. C'est un truc sur le long terme.
on peut considérer ça comme de la création dans le sens où en fait tu crées Des idées, tu produis des idées. Ouais, c'est ça en fait. T'es plus créateur dans le biais de ton taf plutôt que dans la création de tours de magie. Voilà, c'est ça. Hmm. Mais ouais, exactement, exactement. Et moi, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un vrai décalage entre ceux qui ont des petites idées, enfin petites, quand je dis petites, c'est pas dans ce sens-là, c'est qui ont une idée de temps en temps et qui la balancent, qui aboutissent pas le truc, qui vont pas chercher plus loin. Là, tu vois, par exemple, on a sorti un jeu de cartes. Bon, celui-là, je peux te le montrer parce que on va filmer le trailer dans pas longtemps. Ça s'appelle My Rebu. Tu vois, c'est une idée de Laurent Villiger. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Et Laurent m'envoie l'idée et il me dit ouais, j'ai eu une idée sur un jeu de cartes basé sur le rébus. Bah tiens, regarde, je vais te montrer. Hein. De toute façon, hop, voilà l'idée de base. Donc tu vois, tu as des cartes avec tout simplement des rébus quoi. Hein. Oui. Et il me dit ouais, on a moyen de faire quelque chose de sympa. Je dis bon ben ok, on va poser ça sur le papier, voir si c'est intéressant de le sortir et compagnie. Et je lui ai dit par contre, c'est le genre de produit où, à mon avis, il faut vraiment pousser le truc loin, quoi. Tu vois, vraiment balancer beaucoup d'idées, beaucoup de possibilités, beaucoup de révélations, beaucoup de façons de faire, quoi. Et là, il l'a présenté au rendez-vous de Magic Dream ce week-end, et en fait, les retours sont extrêmement bons dans le sens où les gens sont très contents de voir que pour, je sais plus à combien ça va être vendu, à 25 ou 30 euros, il y en a vraiment pour tout le monde, quoi. Et ça, la personne qui a une idée et qui la balance en général à un producteur ne pousse pas le vice autant. Pourquoi se faire chier je te dis une bêtise, hein, pour gagner 500 balles, pourquoi se faire chier à développer un truc alors que je viens d'avoir une idée, je fais un petit mail, le mec il me dit ok ou pas, et c'est réglé. Moi, c'est pas ma vision des choses, donc du coup, bah voilà, pour un produit à 30 balles, on va faire une vidéo peut-être de 2 heures et qui va expliquer beaucoup de choses, qui va aller au-delà même du simple jeu parce qu'on va donner des techniques pour insérer des révélations, voilà, qui peut être utilisé dans beaucoup de circonstances. Donc voilà quoi, c'est ça la différence, je pense, comme tu dis, entre l'artisan et celui qui a une idée de temps en temps, quoi. Ouais, il y a un état d'esprit qui est complètement différent. Complètement différent. L'entrepreneuriat, je pense, hein. Oui. Je pense. Et, et comme tu dis, d'un côté, c'est louable aussi que quelqu'un qui a un éclair de génie se dise, je file à un distributeur, ok, je vais prendre 500 balles, 1000 balles, et puis on n'en parle plus, c'est plus à moi, je prends des royalties de temps en temps, parce que je ne veux pas me prendre la tête. L'idée est cool, elle plaît, je veux pas faire, ça m'intéresse pas. C'est compréhensible aussi, mais c'est vrai que ce sont des visions complètement différentes. Entièrement, ouais. L'inconvénient, c'est que ce que tu disais, c'est que ça inonde le marché de choses qui sont moyennes, voire médiocres, ou alors juste qui nous plaisent pas, mais on a une pléthore de propositions qui est colossale, et si on cherche de la qualité, et ça se retrouve dans tous les domaines, ça va être des infimes proportions, et ça demande du temps et de la recherche et des connaissances pour trouver des choses de qualité, ce qui est jamais évident. Il y a plein de gens qui se font décevoir, qui sont déçus parce qu'ils ont acheté, parce que c'est pas la promesse. Ça, pour moi, c'est le pire. C'est Il quand y la a, promesse n'est pas tenue. Pour moi, ça, c'est le pire. il y a ça, il y a le fait que de plus en plus 30 euros c'est 30 euros, hein. Et le fait d'inonder le marché, c'est très compliqué pour nous aussi, parce que pour te donner une idée, alors un produit comme celui-là, il y a, allez, 10 ans, simplement 10 ans, je contactais Murphy's, je leur disais, écoutez, j'ai cette idée, j'avais pas produit le jeu encore, hein. J'ai cette idée, euh, je vais le sortir, ça va être un jeu de cartes, USPCC, Chine, enfin peu importe, on s'en fout. Combien vous en voulez? C'était aussi simple que ça, hein. Je balance l'idée, je fais un joli mail, ça sera vendu à temps, vous me l'achetez tant, combien vous en prenez? C'est la stricte vérité. À l'époque, il y a 10 ans, ils auraient dit 1500. Ok. Aujourd'hui, en sachant qu'un jeu comme ça, tu es obligé d'en produire 1005 minimum. Enfin, je veux dire, tu peux pas en produire juste 100, quoi. Aujourd'hui, ça sera pas les vrais chiffres que je vais te donner, mais en gros, tu les contactes, tu leur fais exactement le même mail. En plus de ça, tu as déjà produit le jeu, donc tu as déjà avancé la thune. Tu leur fais une vidéo, une belle vidéo. Tu leur dis, écoutez, je veux que, enfin voilà, on va vendre ça, même prix et compagnie. On vous en prend 150. Tu divises quasi par 10 les quantités, ce qui fait qu'à l'époque, vraiment, il y avait moyen de se blinder. Si tu faisais en plus de ça des très belles productions, il y avait vraiment moyen de se blinder. Sans l'avait compris, hein. Sans sortait les 2 semaines. Ils en ont abusé parce que, comme tu dis, ils décevaient un petit peu les gens. Mais ce qui n'empêche pas que parmi les produits, il y en avait des très bons. Mais ça, il avait très bien compris. Ça leur a permis de lancer des très grosses prods par la suite.
Mais voilà, le fait d'inonder le marché, c'est un énorme problème pour nous, parce que nous, quand on arrive avec des produits, là, pour te donner une idée, celui-là, le My Power Deck, je sais pas si t'en as entendu parler, c'est un jeu marqué que j'ai sorti il est sorti il y a quoi, là, maintenant? Un mois et demi? Non, c'est le Bicycle Colors qui est sorti il y a un mois et demi à peu près. Celui-là, je pense qu'il est sorti en septembre, septembre. Voilà. Ça, la logique aurait voulu que que Murphy's en prenne 2005 ou 3000 sur la première commande. La logique aurait voulu ça. Il y a 10 ans, hein. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça, hein, à la base. On a dû batailler pour leur vendre, hein. La finalité, c'est que ça s'est extrêmement bien vendu, probablement plus que ce qu'on avait imaginé, parce qu'on a été obligé, au bout de 2 semaines, je crois, de relancer une prod, ou 3 semaines. Donc ça s'est vraiment très très bien vendu. Mais ouais, c'est clair que tu te mouilles grave sur des projets et derrière, t'as pas du tout l'assurance que tu pouvais avoir il y a 10 ans. Donc ouais, ça reste un problème. Ouais. Et encore là où toi, t'as pu travailler auparavant pour ta notoriété et ton image de marque. Donc aujourd'hui, un producteur qui reçoit un mail de Jordan Victoria, il va l'ouvrir en priorité sur d'autres. Donc, je pense que ça joue aussi. On pourrait avoir la même chose aussi pour Michael Châtelain. Juste, tu vois t'as un mail de Michael Châtelain, bon bah tu vas quand même regarder ce qu'il dit, tu vois. Tu vas t'intéresser à son produit. Moi, j'arrive, je vais voir Murphy, j'envoie un mail, je dis c'est Vince. Bon bah je l'ouvrirai quand j'aurai le temps, quoi. Murphy's prend tout. Murphy's, tu peux arriver juste avec une carte gaffe, ils vont le prendre. Ils vont me dire on t'en prend 12, hein, il n'y a pas de problème, mais ils vont le prendre. Leur but à eux, c'est vraiment d'avoir un catalogue immense et par contre de plus se mouiller du tout, parce que je pense qu'aujourd'hui, bah, ils sont comme tout le monde, il doit y avoir des problèmes de trésor. Mais par contre, ouais, ils vont tout prendre, tout prendre. Mais c'est vrai que si tu as un petit nom, moi je considère vraiment pas avoir un nom aujourd'hui, vraiment pas du tout. Euh, j'ai cet avantage d'avoir noué des liens avec plusieurs membres de chez Murphy's, qui fait qu'aujourd'hui, oui, en effet, peut-être que j'ai certains privilèges sur les quantités quand je sors un produit, mais par contre, demain, j'envoie un mail à Vanishing, à mon avis, c'est une table compagnie sont quand même assez bons, hein. T'envoies un mail, t'as une réponse, bon, sur leur sort de taf forcément, mais t'as une réponse très très rapide. Donc oui, la notoriété, je pense qu'elle joue. En fait, elle va surtout jouer sur les gens qui te font confiance, pas forcément les producteurs. Moi, aujourd'hui, bah, j'ai de chance entre guillemets. Bon, après, ça a été beaucoup de taf aussi en amont, mais je pense que si je sors un produit, je sais que je vais en vendre tant sur mon site. Je sais que je vais en vendre tant chez Murphy's. Si je veux passer par les boutiques en France, je vais en vendre tant. Donc, ça me permet d'avoir une petite idée de ce qu'il est possible de faire sur le court terme. Sur le long terme, c'est très compliqué. Aujourd'hui, les gens veulent de la nouveauté, donc c'est assez complexe de vendre sur le long terme, mais ça me permet, oui, ça me permet ça. Chose que quelqu'un qui va se lancer aujourd'hui n'a peut-être pas. Ouais. Est-ce que tu nous as fait un panel, un tour d'horizon des produits que tu as sortis, ou il y a encore deux, trois trucs dont tu n'as pas parlé? Plein. Oui, Eh j'imagine ben qu'il y en a écoute, plein, c'est pour ça. là, par exemple, récemment, donc sur la dernière année, non, non, depuis mai dernier, j'ai sorti 3 jeux, par exemple, avec la USPCC. Donc, il y a, hop, je te les sors. Parce que du coup, en fait, là, je pars juste après, là. Je pars sur Poitiers pour donner une conf demain. Et du coup, j'ai tout sous la main, donc c'est cool, quoi. My Power Deck, My Coloring Deck et My Power Deck. Donc, en fait, j'ai sorti ces 3 jeux. Donc, My Power Deck, le Bicycle Colors, qui est un jeu pour les enfants. Enfin, pour les enfants, pour les magiciens qui font de la magie pour enfants. Et le My Coloring Deck. Et c'est cool que tu m'en parles des produits, parce que je peux expliquer, si on a le temps, Oui, oui, la bien raison sûr. pour laquelle j'ai sorti ces produits-là. Le My Coloring Deck, c'est donc un effet, je sais pas si celui-ci est prêt pour éventuellement le montrer. Hop, je regarde ça. Tac. Hop. Ouais, bah regarde celui-là, je vais peut-être pouvoir te le montrer. On va éviter de faire la routine entière, mais comme ça te permettra de voir. Regarde, tu commences avec donc un jeu entièrement blanc. Ok. L'idée, c'est donc, hop, dans un premier temps, d'imprimer uniquement le contour des cartes. Alors tu te rends compte ici que tu as hop, des cartes. Alors, on voit peut-être pas à la caméra super bien, mais Ah oui, là, t'as ça y est, on voit un peu voilà, mieux, ouais. hop. Et donc tu te retrouves ici avec un jeu. Ouais, c'est pas le plus évident du monde, mais un jeu entièrement comme ça. Ensuite, tu récupères cette carte-là, hop, tu la transformes là, et à ce moment-là,
Bon, normalement, tu le fais sur une table parce ça a été réfléchi pour. Tu as ton jeu ici, et bien sûr, à la fin, tu peux montrer les cartes, quoi. Ce tour-là, si tu veux, il casse pas trois pattes à un canard sur le papier. Par contre, c'est un bon tour d'entrée. Mais ce que je voulais, c'était avoir un tour très abordable. Ça, c'est 11,50 €. Alors que les jeux Bicycle, en général, quand tu le produis par la USPCC, ils sont vendus entre 30 et 50 € le jeu. Et en fait, le but de cette idée-là, c'était d'en faire un classique. Je me suis souvent posé la question de pourquoi un jeu Brainwave était un classique. Pourquoi un jeu Stripper était un classique. Pourquoi un jeu Check to Check était un classique. Tu vois, ces 5 jeux-là, Stripper, Brainwave, Invisible, j'ai plus les autres, Check to Check, et il y en a un dernier. Pourquoi, quand tu commences la magie, pourquoi est-ce que tu vas vers ces jeux-là? J'ai pas la réponse, je l'ai toujours pas, mais je me la pose. Et je me suis dit, on va essayer, on sort un jeu euh, très abordable, donc dans la même vague que les autres. On essaye d'en faire quelque chose qui a un mix un petit peu des autres, donc le jeu nudiste dans ce cas-là, et, euh, et on voit, on le teste. Au pire, on perdra pas d'argent, mais on n'en gagnera pas, quoi. Bon, finalement, ça s'est assez bien vendu, mais ça ne deviendra pas un classique. Mais je sais pas pourquoi. J'ai pas de réponse. Donc c'était ça l'idée en fait, c'était de tenter le coup et de voir quoi. Donc ça c'était pour le premier. Après le Bicycle Colors, ben ça c'est pour les petits. Donc en fait c'est l'idée de base. Donc avant de te montrer les cartes, c'est euh, de proposer un outil pour les magiciens qui ne font pas de magie pour enfants, mais qui font de la magie des cartes. Aujourd'hui, c'est trop compliqué d'aller vers un enfant et de lui dire tu retiens la dame de pique. C'est Oui. même très compliqué de lui demander de retenir un 6 de cœur. Encore 6 de cœur, bon ça va, mais tu vois, pique, cœur, trèfle, carreau, compliqué, valet, dame, roi, trop compliqué. Donc l'idée, c'était tout simplement d'avoir des cartes avec des points. Donc point bleu, qui va uniquement de 1 à 10. Comme ça, tu enlèves valet, dame, roi. Oui. Donc bam, ici, t'as rouge là, t'as vert ici, hop, et t'as jaune ici. Et ensuite, ben, comme là, ici, on avait 40 cartes qui te permet en fait de faire tout ce que tu veux, hein, carte Oui. ambitieuse, enfin tu peux tout faire, hein, des sandwichs. Et ensuite, bah, du coup, il restait 15 cartes supplémentaires, donc pourquoi pas mettre les grands classiques des cartes gaffes, mais revisitées pour les enfants, quoi. Tu vois, ici, là, tu as l'association du rouge et du bleu avec, bah, tu prends un 6 et un 3, par exemple, et un 4. Ici, tu as celle-là. Ça, c'est pour, tu as une double face. Ça, c'est pour une association des 4 As, on va dire. Ça, tu peux faire apparaître une balmousse. Là, tu la fais disparaître. Tu fais grossir ici en zoomant comme sur un téléphone. Ça, c'est une carte pour un Chicago Opener. Ici, on a un point qui se déplace sur une autre carte. Et voilà, ensuite, tu as la fusion, et là, tu as Mm. Mickey Mouse, quoi. Et ça, c'était vraiment l'idée de ce jeu-là, quoi. C'était pas sortir un jeu pour sortir un jeu, parce que à sortir un jeu pour sortir un jeu, il faut se faire du pognon. On va pas s'amuser à travailler dans le vide non plus, quoi. Donc là, il y avait vraiment un but sur ces trois-là. Il y avait vraiment un but qui était, ok, on va tenter quelque chose, voir si ça plaît aux gens, et ensuite on avisera pour la suite, quoi. Et ça a vraiment plu aussi parce que c'est vrai que pour moi, en fait, je considère ce jeu-là comme un jeu au cas où. Ça coûte 11,50 €. C'est abordable pour tout le monde, quoi. Tu t'en fous en fait de l'utiliser. Si tu l'as dans ta mallette de close-up et qu'un jour il y a quelqu'un qui te dit est-ce que tu peux faire quelque chose pour mes enfants, ok, pas de problème, je fais de la magie des cartes, je sais faire. Donc voilà, pour moi c'est un jeu au cas où, quoi. Et ensuite, il y a le My Power Deck, qui est donc un jeu marqué, mais avec une particularité, parce qu'encore une fois, sortir un jeu marqué pour sortir un jeu marqué, je voyais pas trop l'intérêt. Sortir un jeu marqué pour le vendre au même prix que les autres, je voyais pas l'intérêt non plus. Donc du coup, j'ai réfléchi à comment bah, améliorer un jeu marqué. Ce qui n'est peut-être pas une amélioration, mais en tout cas, comment le rendre différent. Donc, j'ai rajouté une asymétrie. Sauf qu'un jeu marqué asymétrique, ça existe. T'as un jeu qui est marqué, il suffit de faire un point, il est asymétrique. Sauf que là, je voulais que le jeu soit marqué et asymétrique en même temps. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le marquage qui crée l'asymétrie. Je sais pas si tu visualises le truc. Je te montre, parce que je peux le montrer, hein, c'est dans le trailer. Ici, tu as le marquage, tu vois ici, Oui. 4 de pique, Oui. sauf que de l'autre côté, tu n'en as pas. Mm. Donc en fait, ça te permet. Donc là, celui-là a été mélangé. C'est la connerie de le mélanger. Mais, l'idée, c'est qu'en fait, quand tu prends une carte et que tu la retournes dans le jeu, bah, tout simplement, en venant effeuiller ton jeu,
Il te suffit de regarder à un seul endroit et tu sais exactement où se trouve la carte et sa valeur. Et c'est ça l'avantage du My Power Deck, c'est-à-dire qu'en gros, si par exemple, je tourne la tête, je te fais choisir une carte, hop, je la retourne, le jeu peut être mélangé par mon spectateur. Il peut faire ça, il peut faire un mélange à l'américaine, peu importe. Là, à ce moment-là, avec un jeu marqué, c'est impossible. Oui. Tu peux pas faire ça, quoi. Tu te retournes, tu récupères, t'as juste à effeuiller le jeu. Hop, tu connais la position. Enfin, tu connais la position, tu sais si elle est en haut, au milieu ou en bas. Il te suffit simplement d'étaler sur la table et t'as directement l'information de la carte. Euh, et pareil, 11,50 €, donc hyper abordable. L'idée, c'était vraiment de dire, OK, vous allez lâcher vos jeux de cartes basiques, vos cartes bicycle classiques que vous payez aujourd'hui 4 € et ça tend à devenir dans les 5 €. Et vous allez prendre ce jeu-là à utiliser tous les jours. Aujourd'hui, un jeu marqué comme ça, à 11,50 €, je m'en tape de déchirer la carte en fait. Ça me coûte 11,50 €. Je veux dire, on fait des prestats. Oui. On est quand Oui, même ou tu relativement la bien donnes, payé, tu quoi. vois. Oui, Ouais, oui, voilà, donc c'est ça. tu les offres, les cartes. C'est ça. Donc en fait, tu peux déchirer, tu peux faire signer, tu peux plier les cartes, et en fait, t'as pas de... Ben, en fait, t'as plusieurs avantages. Déjà, t'as qu'un seul jeu. T'as pas à te trimballer avec un jeu à 30 balles que tu vas sortir et que tu vas manipuler comme ça parce que t'as pas envie de l'abîmer. Là, en fait, tu t'en tapes, quoi, hein, de l'abîmer. Donc, niveau pocket management, c'est quand même un sacré avantage. Et surtout, tu ne vas pas l'utiliser comme un jeu marqué. Moi, ce jeu-là, je l'utilise comme un jeu classique. Et quand j'en ai besoin, j'utilise le marquage. Mais, tu vois, parce que j'ai beaucoup de personnes qui vont dire, ouais, mais si jamais tu mélanges le jeu et que du coup, le marquage, tu vois, en fait, tu as des cartes qui sont dans un sens et les autres dans l'autre. J'ai, Oui. je m'en fous. Oui. J'utilise pas ce jeu comme un jeu marqué. J'utilise quand j'en ai besoin. Donc, en fait, si jamais les cartes sont dans un sens et dans l'autre, bah, il me suffit de pas faire la routine que je viens de te montrer. Je fais ça, je jobe l'information et c'est réglé. Tu vois. Donc voilà, mais c'était surtout de dire, en fait, on vous propose quand même une alternative au jeu marqué à un prix très attractif, encore plus parce que du coup, il y a les cartouches qui existent. Tu vois, là, t'en as 6 à l'intérieur, tu peux avoir 6 rouges, 6 bleus, 6... Voilà. Et donc du coup, là, je sais plus, c'est 8... ça doit être aux alentours des 8 € le jeu. Bah, c'est 50 les 6, donc ça doit être 8 € le jeu. Et à 8 € le jeu, franchement, pour 3 balles de plus qu'un jeu classique, ça, on en a vendu des caisses. Hein. Genre vraiment, ça a été celui qui s'est le plus vendu des 3 jeux. Parce qu'il y avait un réel... En fait, c'est ça le truc. Je pense qu'il n'y avait pas de besoin de la part des clients et des consommateurs, quoi. Il n'y avait pas de besoin. Mais je pense qu'on a créé un besoin. Tu vois, de se dire, Ça crée un confort. Il y a un ouais, confort, en un fait. confort, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, de ce fait, un besoin, parce que tu vois, j'en ai plusieurs qui ont acheté une cartouche pour tester au début, parce que le prix était attractif, et qui sont revenus et qui m'en ont acheté 8, quoi. Ils m'ont acheté 8 cartouches parce que, en fait, ils utilisent plus que ça. Donc, du coup, ça part super vite, quoi. Et ça, c'est cool. Super. Ça c'est plaisant, tu vois, de se dire, ah putain, j'ai sorti un produit, j'ai pris du plaisir à le sortir, parce que aussi, tu vois, il y a 17 routines qui sont expliquées. Il y a en tout, je crois qu'il y a 35 routines, variantes, idées, techniques et tout. Donc, tu vois, au-delà de simplement le jeu, tu proposes aussi j'allais dire une masterclass. C'est pas une Ouais. masterclass, mais tu vois, quelque chose Oui, d'assez tu proposes développé. des idées. Ouais, exactement. Et donc, du coup, en fait, de ce fait, les mecs revenaient et en achetaient pas mal. Donc, ouais, il y a quand même une fierté dans ça, quoi. De se dire, les gens, ils utilisent ton jeu, quoi. Il y a un contraste très fort entre fierté et déception, remise en question, parce que dans le métier de créateur et d'artisan, tu es entre les mains de tes consommateurs. Donc, si t'as fait de la merde, genre le produit est de mauvaise qualité de fabrication, si l'idée ne touche pas son public, si les choses que tu proposes dans ta masterclass, on se dit oui, bon, c'est claqué, on l'a vu 50 000 fois. Tu mets à chaque production, entre guillemets, toute proportion gardée, mais tu mets un peu ta boîte entre les mains de ton consommateur. Donc, s'il te dit c'est à chier, bah ta réputation peut en prendre un petit coup dans l'aile. Et si on te dit c'est génial, bah t'as une grande fierté et il faut réussir à garder ce cap, quoi. C'est dur psychologiquement, je trouve. C'est dur psychologiquement. Après, je pense qu'il faut quand même prendre pas mal de recul sur ça. Mais je pense que c'est un petit peu le cas de n'importe quelle boîte. Je pense qu'il faut pas le prendre personnellement. Si t'as sorti une idée de merde, bon, faut accepter que l'idée était pas bonne. Si réellement il y a une vraie raison à ce que ce soit un produit de merde, voilà, c'est la vie, tu vois. Je veux dire, euh,
Un mec qui va sortir 3 idées, il y a de fortes chances que les 3 idées soient très bonnes. Un mec qui va en sortir 100, il y a de fortes chances qu'il y en ait un certain pourcentage qui soit merdique. Ce qui a été le cas de Soundsmind, ce qui a été le cas de beaucoup de personnes qui sortent des produits. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul sur ça. Ça fait toujours un petit peu de mal à l'ego, mais bon, c'est comme ça. Après, c'est la raison pour laquelle moi je sors très peu de choses. Hein. Si tu regardes, je te dis, hein, le premier produit que j'ai sorti, j'avais 16 ans. Non, le premier produit que j'ai sorti, j'avais 18 ans. J'ai commencé les presses à 16, mais j'ai sorti à 18. Donc ça fait déjà 13 ans. Mais en 13 ans, j'ai pas sorti énormément de produits. Hein. Et c'est clairement volontaire. Parce que des idées, j'en ai plein. Et ça, bah, à mon avis, tu nais avec ou tu n'es pas. Enfin, je sais pas l'expliquer, mais j'ai des idées continuellement, quoi. Et ça, j'estime que c'est une chance, mais c'est vrai que ouais, j'ai pas sorti énormément de choses et c'est vraiment une volonté parce que j'essaye de sélectionner quand même pas mal ce que je sors. Après voilà, hein, dans les mois qui vont arriver, il y a des choses qui vont sortir. C'est des tests, c'est des tests. C'est pas des trucs où je me dis waouh putain je fais avancer grave la magie quoi. C'est des tests, c'est pour voir si c'est des concepts qui fonctionnent, c'est pour voir si c'est pérenne sur le long terme. Donc c'est la vie d'une boîte que je pense. Enfin, je pense que c'est chez Apple, c'est la même chose, quoi. Oui. Après, la différence, c'est que là, enfin, j'ai la sensation que c'est plus axé sur du personal branding. C'est toi qui va être, qui va être impacté. Donc, ça fait une vraie différence émotionnelle et puis d'image de marque aussi. Donc, bon, en espérant que tous les produits soient bons, voire très bons, mais effectivement, c'est le gap qui, je pense, est un peu difficile à maintenir. Il y a des fois, bah, tu dois forcément avoir des trucs. Tu te dis, ok, cette idée, elle a l'air chouette sur le papier, je la teste, mais peut-être que je vais pas la sortir parce que ça ressemblerait trop à quelque chose qui existe ou Ouais, il doit y avoir ce cas de figure. ouais, il y en a plein. Là, là, par exemple, tu vois, moi, j'essaye au maximum de filmer les idées que j'ai. Même quand c'est vraiment une idée basique, j'essaie de les filmer parce que je me dis ça peut toujours être une preuve si jamais il y a quelqu'un qui le sort et que tu es déjà en train de travailler dessus. Oui, Enfin, et il y a j'essaie ça aussi en plus. ouais, ça c'est très compliqué. Par exemple, moi quand j'ai sorti Travel, il y a Nicolas Lorenz qui a sorti Evolve avec Magic Shop, là, enfin David Penn, Oui. World Magic Shop. Et alors là, je me suis fait tomber dessus, mais de ouf, hein. Parce qu'en plus de ça, il y avait un Soundsminds bossé avec Nicolas Lorenz. Ils se sont embrouillés. Moi, entre-temps, je sors Travel avec eux. Ils mettent 1 an et demi à le sortir. Nicolas Lorenz sort peut-être un mois avant moi, enfin avant Soundsminds avec Abra, sort Evolve. Soundsminds dans la foulée sort Abra. Je me suis fait tomber dessus de partout, quoi. Alors que pour le coup, il y avait les idées, l'effet est le même. L'effet est le même, exactement le même. Par contre, les méthodes sont totalement différentes. Elles n'ont rien à voir. Mais Nicolas Lorenz avait un nom et en plus de ça, et sur les réseaux, il arrêtait pas de cracher sur Soundsminds, donc t'avais tous les mecs qui étaient fans de lui, Soundsminds et Jordan Victoria, c'était une miette quoi. Donc oui oui, bien sûr il y a ça aussi. T'as moyen de bosser sur. Là typiquement, il y a peut-être 2 ou 3 mois, on bosse sur un projet, packaging fait, la production n'était pas lancée par chance, mais packaging fait, vidéo faite, on a fait le trailer et chez Murphy's ça tombe et on a le même produit qui sort quoi. Donc là tu t'assois dessus quoi. C'est- Alors des fois, Donc il peut y oui, avoir d'incroyables coïncidences, que tous nos cerveaux réfléchissent un peu de la même manière et qu'on a à peu près des ouais. idées qui se ressemblent au même moment. Des coïncidences, ça arrive. Du vol, ça arrive aussi. Moi, je me suis fait voler en tout. Je crois qu'il y a eu 6 idées qui ont été volées. Quand même, Je hein. balancerai pas de nom, machin, Quand même, hein. mais j'ai eu 6 idées. Je crois que j'avais regardé il y a pas longtemps parce que pareil, hein, là j'ai tout le listing de mails, d'échanges sur Messenger, sur Instagram. Ouais, 5 ou 6 et des grands. Hein. Donc il y a de quoi être vraiment dégoûté, il y a de quoi avoir beaucoup de haine envers ces mecs-là qui considèrent vraiment ça pour. Je considère ça comme un business, hein. Mais par contre, j'ai quand même ce côté humain de dire tu m'envoies une idée, je te la mets pas à l'envers, quoi. Ça me semble juste logique, quoi. Non, non, il y en a certains, c'est un monde particulier, hein. Ouais, Il très y a très particulier. un côté dark, quoi. Un côté dark. Ouais, 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 ouais. Un vrai monde de. Ouais, voilà.
Ouais, pas facile, hein, pas facile. Non, non, non. Euh, à l'avenir, est-ce que bon, t'as forcément des choses dans les tuyaux, c'est sûr. Il y a des choses qui sortent prochainement dont tu peux parler. Il y a des choses qui sortent prochainement dont je peux parler. Je peux. Alors, je vais pas te décrire les faits, mais il est juste là. Il y a un autre jeu qui va sortir. C'est une routine de. Je sais même pas comment on peut la considérer réellement. C'est pas vraiment du mentalisme, c'est plus une expérience. Ouais, c'est. Je considérerais pas ça comme du mentalisme, mais voilà, c'est une expérience avec des cartes qui est extrêmement clean, que tu peux faire les yeux bandés, pas de cartes marquées, voilà, avec une coïncidence de cartes à jouer. On pourrait se rapprocher un petit peu dans l'esprit de l'effet. C'est un truc qui est totalement différent, hein, il n'y a pas de carte blanche ou quoi, de Out of Sight de Joshua J. Dans l'esprit parce que tu peux vraiment être bandé et en fait c'est vraiment une incompréhension totale pour les spectateurs. C'est un baise magicien aussi, hein, enfin, ça marche, on va pas se le cacher, hein, il faut aussi que ça le soit pour que les gens achètent et voilà. Donc ouais, il y a ça qui va sortir. Comme je te disais, il y a des petites choses qui vont sortir en test pour voir si c'est des idées qui plaisent. Et après moi là je me concentre aussi pas mal sur ce que j'ai sorti là récemment, hein, le My Power Deck, j'ai vraiment envie de le pousser au max. Donc il y a déjà la suite qui est dans les tuyaux. My Coloring Deck, en fait, voilà, j'ai vraiment envie de fidéliser aussi cette clientèle que je peux avoir sur le site, sur les congrès, sur les conférences. Voilà, donc il y a ça. Mais oui, il y a beaucoup de petites choses qui vont arriver prochainement. J'espère, les Monkeys, si vous nous écoutez, qu'il y aura un tome 2 de la fabrique. Voilà, mais non, c'est pas encore prévu pour l'instant. Mais ils sont prêts, hein. Comme Ouais. j'avais dit aux Monkeys, je crois qu'en tout, alors pas rédigé, hein, mais je crois qu'il y a l'équivalent de 7 tomes de la fabrique qui peuvent sortir en fait. Donc voilà, je sais que ça a plu. Maintenant, voilà, on a réfléchi différemment. Peut-être que le coffret, c'est peut-être un petit peu trop. Peut-être qu'il faut juste un livre. Donc voilà, on discutera. Ce sont Ouais, des je bons verrais copains, bien, mais moi, une petite couleur par bouquin avec une thématique précise. ça Ça serait pourrait être cool. beau, ça serait Mais beau. j'ai de plus en plus envie de sortir des livres. Ça me plaît pas mal. En fait, l'idée d'avoir un ouvrage, en fait, t'as l'impression de marquer un petit peu Oui, le milieu de la magie. Ça, bon, et encore, peut-être ces jeux-là, ça va le faire, mais Abra ou Melty, tu sais, le briquet à la carte, dans 10 ans, personne s'en rappellera. Les livres, c'est autre chose. Et encore, il est de plus en plus inondé, ce secteur-là, donc à voir. Mais ouais, j'ai quand même envie de me pencher sur ça, parce que comme tu disais, il y a des idées qui valent peut-être pas un produit physique, qui méritent juste peut-être d'être dans une vidéo ou dans un livre. Et je me dis, ouais, sortir un bouquin avec 25-30 idées, ça peut être sympa. Mais bon, je suis pas éditeur, je suis pas, voilà, il y a des gens qui font très bien ça, les bien sûr. Monkeys, Franz, Mais oui. Ludo, enfin voilà. Donc, si jamais je le faisais, ça serait forcément avec un. Je reviens sur ce que j'ai dit pour ceux qui reviendraient dans 4 ou 5 ans me dire ouais, t'avais dit que. Non, peut-être que je le sortirais tout seul, j'en sais rien du tout pour l'instant. Donc Ok. voilà, ouais, ouais, il y a des choses qui vont sortir et voilà. Et si, attends, je te dis une bêtise. Si, il y a un effet de mentalisme. Tiens, en plus, ça, pour le coup, j'en suis très fier de celui-là. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé. Un effet de mentalisme qui va sortir, je pense. Là, il est en production, donc peut-être, ouais, peut-être avant l'été 2025. Ou celui-là, ouais, j'en suis extrêmement fier parce que c'est quelque chose que j'utilise depuis, ouais, peut-être 7 ou 8 ans en presta. Et je m'étais dit, ouais, pourquoi le sortir? Et en fait, en discutant avec des potes magiciens à qui je l'ai montré, ils m'ont dit, mec, en fait, moi, ça, je suis le premier à te l'acheter parce que c'est vraiment worker, quoi. Et je me suis dit, bon, ben, banco, on y va. Donc là, ben, là, t'as tout le process, parce que là, c'est que de la fabrication. Là, y a rien qui est fabriqué à la main, que de la fabrication. Donc du coup, ça prend un petit peu de temps, mais ouais, il y a ça qui va sortir aussi, ouais. Ok, trop bien. Trop cool. C'est vrai que dans le mentalisme, j'en parlais dans un épisode avec des potes il y a pas très longtemps. On aime tous le mentalisme, ça c'est sûr. Mais en tant que prestat événementiel, c'est pas, y a pas beaucoup d'effets qui sont workers, qui sont safe aussi, parce que avec tes angles et tes trucs, selon ce que tu vas cacher, c'est pas toujours évident. C'est pas facile de trouver des effets qui répondent précisément à ce besoin-là.
Et hier, j'ai un pote qui m'a appelé, qui m'a dit, mais Vince, t'es fou, je comprends pas quand tu dis ça, machin et tout. Donc, je lui redonne le contexte. Peut-être que je me suis mal exprimé. Et en fait, quand tu fais le point, le mentalisme, c'est surpuissant sur les gens, mais c'est véritablement différent de la magie. Complètement. C'est complètement différent. Et ce qui est génial, c'est que c'est très bien complémentaire, quoi. C'est très complémentaire. Et ça a des besoins et ça a des approches et tout est différent, en fait. Et il me disait, bah ouais, mais moi, quand je fais ça, ça cartonne les gens. Je lui dis, oui, c'est vrai. Parce que tu as trouvé l'expérience qui te convient et qui cartonne les gens et qui fait participer tout le monde. Et c'est trop bien. Donc là, tu me donnes un contre-exemple. Mais si je te demande de m'en citer 10, tu vas galérer, tu vois. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, tu vois. Donc, bon. Bah moi, tu vois, moi, je me considère réellement comme magicien, pas du tout mentaliste. C'est-à-dire que oui, j'ai des idées de mentalisme, oui, je les utilise en presta, mais par contre, jamais de la vie, je me vendrais comme étant un magicien mentaliste, parce que c'est pas du tout le cas. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Bah, le mentalisme, de toute façon, quand tu regardes un petit peu les techniques, bon, il y a beaucoup de psychologie, mais de plus en plus, à partir du moment où tu utilises du matériel, ça reste quand même de la magie euh, dans lequel tu as un très joli texte et voilà quoi. Mais moi, je me considère vraiment pas comme ça, donc c'est aussi pour ça que j'ai hésité, parce que sortir un tour de mentalisme alors que t'es pas mentaliste, bah, tu vois, tu sais pas trop. Mais voilà, en discutant avec des copains, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche. Je sais le faire marcher. Enfin, je sais comment faire en sorte que ça fonctionne. Donc, du coup, à partir du moment où je sais comment faire en sorte que ça fonctionne, bah, je sais comment l'expliquer aux gens pour que ça fonctionne de leur côté aussi. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Ça, c'est autre chose. Oui. Mais en tout cas, la personne qui l'achètera ne pourra pas être déçue de se dire, je peux pas faire la même chose. Ça, au moins, tu verras le trailer, tu sauras ce que tu peux faire. C'est l'idée de base. Donc, voilà, pas de mensonge dans le trailer et voilà. Donc, ouais, celui-là, j'en suis très fier. Hâte de voir ça. Ça y est, maintenant tu as teasé, tu vas être obligé de balancer le teaser dans l'émission. Oh là, bah là, t'as 2 minutes parce que je pense que la prod, elle sera faite. Ouais, je pense qu'elle sera terminée d'ici peut-être 2 mois, donc le temps de filmer le trailer et tout. Je te dis, je pense, j'espère en tout cas, avant l'été 2025. Et, euh, et voilà. Sauf, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en compte, sauf si Murphy's me dit, écoute, à cette période-là, on a des très grosses sorties. Et ça, c'est à prendre en considération aussi, parce que Ok. qui dit grosse sortie dit que ben, forcément les gens vont mettre de l'argent. Tu sais, il n'y a pas énormément de magiciens hein, dans le monde, hein, même si on pense qu'il n'y en a pas non plus des centaines de milliers. Donc il faut aussi prendre en considération ça. Si jamais il y a une grosse sortie qui est prévue, il faut faire attention à peut-être pas le sortir en même temps. Et c'est pour ça Faut qu'on faire avait beaucoup attention au attendu pour le My calendrier. Power Deck. Voilà, tu vois, par exemple, le My Power Deck, en même temps, il y avait Andrei Chenichka, je crois, qui s'appelle, celui qui a sorti les jeux Butterfly, qui a sorti un jeu Bicycle Riderback marqué en même temps. Et donc du coup, ben il y a eu ce petit truc de, il faudrait quand même qu'on le sorte en décalé. Et Et donc oui. lui, il avait sorti un petit peu plus tard, en sachant que c'était deux produits quand même assez différents, mais sur le papier c'était la même chose quoi. Donc ouais ça il faut le prendre en considération parce que tu vois l'été pas dernier, celui d'avant, il valait mieux pas sortir un produit parce que il y avait Leviosa qui était sorti de Joe Miranda. Et, si tu sors un produit en même temps, t'es quasi sûr que de pas en vendre beaucoup quoi. Ouais, Donc c'est voilà. dur, hein. Ça fait mal, hein. Si en Ah, face de toi, c'est t'as un une vrai tuerie. métier, hein. Ah, Je c'est pense chaud. que il y a beaucoup de personnes qui, quand je vois les gens critiquer les producteurs, les créateurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui se rendent vraiment pas compte du travail. Et s'ils venaient passer quelques jours avec nous pour se rendre compte de la masse de travail qu'il y a, je pense qu'ils ouais, ils reviendraient sur leurs propos, ouais, je pense. Et puis en plus, je pense qu'il faut aussi tenir compte du fait que bah, une idée, ça a de la valeur, que le temps de production, de recherche des fournisseurs, le temps administratif, ça a de la valeur aussi. La production telle quelle, la fabrication, ça a de la valeur. Et tout ça, c'est la face cachée de l'iceberg. Le consommateur voit que le produit une fois dans ses mains. Bien sûr. Et puis surtout, faut pas oublier aussi, et ça dépend vraiment de tout à chacun. Mais si on est professionnel et qu'on gagne sa vie et qu'on fait des prestats, moi, il y a des choses que j'ai achetées qui sont plus ou moins chères, mais qui m'ont rapporté des prestats. Il y a aussi des fois cette espèce d'investissement. Si tu sais que l'effet va être un truc vraiment killer, ou que ça crée du lien, que tu sais que les gens tu vas les marquer, bah oui, en fait, là, techniquement, c'est sûr que moi, je peux payer 11 € par jeu de cartes.
parce que je vais gagner du confort, parce que ça me permet de rebondir sur plein de trucs et d'être toujours en mode impiégeable, quoi. Tu vois, ah, si je prends Bien ta sûr, carte et que je la mets là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, magicien? Ça m'arrive pas, mais en tout cas, tu gagnes du confort. bien Oui, sûr. tu peux lâcher 11 euros par jeu de cartes parce que tu vas être à l'aise, parce que tu peux donner peut-être plus de toi et que de toute façon, tu fais de la presta, quoi. Mais là, tu réfléchis comme un worker. Ce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre parce que je me disais, mais putain, mais ça, c'est bon, pourquoi les gens n'achètent pas? Sans parler de mes produits à moi, mais je me disais, mais pourquoi ce produit-là, les gens n'achètent pas? Mais parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de workers qui achètent. Les workers vont surtout, majoritairement, acheter du consommable. Et si tu regardes parmi toi tes achats, peut-être que tu vas renouveler de temps en temps tes effets, mais en majorité, ça va être du consommable. Et il faut savoir que, alors, j'ai pas les chiffres, je vais te donner un chiffre comme ça purement au hasard, mais je pense qu'on s'en rapproche pas mal. Je pense qu'on a parmi les acheteurs 90% d'amateurs qui aiment la magie, qui vont faire ça à tonton et tati, qui vont faire ça aux copains, et 10% de workers. Et encore, je pense que je suis très large sur les 10% de workers parce que voilà, sur des produits comme celui-là, oui, parce que là, on se rapproche du consommable. Mais sur un produit comme Abra, je pense qu'on est à 95% d'amateurs et encore peut-être 98% d'amateurs et 2% de workers. Parce que les workers cherchent justement le confort et tout, et, euh, et ils savent ce qui marche. Ils savent ce qui va marcher, donc du coup, ils n'ont pas besoin d'acheter tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui est assez compliqué, c'est que l'amateur n'a pas le même budget Et oui. qu'un worker. Ça, je serais incapable de te dire combien dépense en moyenne quelqu'un qui fait de la magie. Ça serait faisable, hein, je pense, hein. Avec les boutiques, en regardant le panier moyen, je pense que si tu rassembles le panier moyen de Magic Dream, Marchand de Trucs, Big Magie, Magica Planet, je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir une estimation du budget moyen de, d'un client amateur, mais je pense qu'il n'est pas très élevé, hein. En Oui, moyenne, je pense qu'il moi n'est pas je peux très élevé. comprendre. Ouais, donc c'est pour ça que c'est très compliqué, parce que tu vois, comment ils s'appellent ceux qui font tu sais, les dés pro-mystiques. Pro-mystiques, eux, c'est vraiment axé full worker. C'est-à-dire que tu as très peu de chances qu'un mec mette 1000, 2000 balles, 3000 balles dans un dé pour faire un effet. Donc eux, voilà, eux, ils ont ciblé leurs clients, mais c'est le cas de peut-être, allez, dans le monde, 15 producteurs, tu vois, et encore, je suis même pas sûr qu'il y ait les 15. Même des Joe Miranda, je suis désolé, il y a quelque chose qui sonne, c'est sur le PC, il y a j'ai des notifications des téléphones, Ok. je sais pas si tu l'entends. Euh, donc du coup, voilà, c'est assez compliqué à ce niveau-là aussi, quoi. Ouais, faut bien déterminer ta cible pour le coup. Et effectivement, oui, alors oui, qu'un amateur, un passionné qui n'en fait pas son métier puisse dire oui, 50 euros c'est cher pour un produit. Oui, je peux entièrement le comprendre, bien sûr. Ben, c'est surtout que tu as 50 euros pour quelque chose qui te plaît là, 50 euros pour quelque chose qui te plaît là, 50 pour là. Il y a 10 ans, tu avais 50 euros pour quelque chose qui te plaît là. Aujourd'hui, tu vas sur le site de Murphy's, tu regardes, t'as 10 jeux de cartes différents qui sortent par jour et t'as 5 ou 10 produits qui sortent par jour. C'est-à-dire que Murphy's peut-être rentre, allez, entre 1005 et 2005 produits chaque année, quoi. Je pense C'est chaud, hein. qu'il y en a peut-être même plus. Et ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, les gens savent plus trop vers quoi aller. Et du coup, t'as vraiment ce truc de, je vois que la nouveauté. En fait, un produit, il vit réellement 2, 3 semaines. En fait, il va vivre, et encore, aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, c'est parce que il vit le temps qu'il est en première page sur un site. Mais après, tu l'oublies. Les gens en discutent plus sur les réseaux, les boutiques les mettent plus en avant, puisqu'ils n'ont pas réellement d'intérêt à mettre un produit longtemps en avant, puisque les gens veulent de la nouveauté. Donc en fait, s'ils ont un bandeau, ils vont réactualiser continuellement pour mettre en avant, sauf les producteurs, hein, bien sûr. Euh, mais voilà, ton produit va vivre tant. Donc c'est pour ça que derrière, il faut que nous, on puisse le faire vivre au travers des réseaux sociaux, de notre site et compagnie, parce que sinon, tu peux être sûr qu'un produit, tu vas en vendre peut-être 100 ou 150 la première semaine, 50 la deuxième semaine, mais à partir de là, tu vas en vendre 3 par semaine, quoi. C'est compliqué, hein. C'est pas évident. Et ça, pour le coup, je pense que c'est la faute de Murphy's. Je pense que aujourd'hui, si c'est compliqué euh, pour les producteurs qui veulent faire du volume, hein, je parle. Je pense que c'est clairement la faute de Murphy's. Mais bon, c'est leur business à eux. On n'a pas d'autre choix que de bosser avec eux. On n'a pas d'autre choix. C'est même des Theory Eleven qui sortent des jeux par dizaines, voire centaines de milliers, bossent avec Murphy's. Donc,
c'est qu'ils ont une certaine obligation. Illusionniste qui avait dit c'est terminé, Murphy se fait mourir les boutiques, machin et tout. Ben, là, il y a 2 ou 3 semaines, ils ont proposé des produits chez Murphy's. Il y a une certaine obligation à bosser avec eux parce que c'est les plus gros, c'est eux qui distribuent le plus. Ils choisissent qui ils mettent en avant. Ça aussi, c'est un petit peu triste, mais c'est la vérité. Joe Miranda, il peut sortir n'importe quel produit, il le vendra. Jordan Victoria, s'ils ont pas envie de le faire marcher, ils le feront pas marcher. Hein. Ouais, donc en plus il y a un jeu bon commercial, politique, c'est un jeu difficile. C'est Game of Thrones en fait, c'est Game of Thrones. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est clairement ça. Non, mais ouais, oui, c'est ça. Regarde, Joe Miranda, ils ont sorti Fast Forward là, il y a pas longtemps avec, tu sais, le gag du bébé, Oui. qui est une très bonne idée. Si moi je l'avais sorti, bah, j'en aurais pas vendu autant. C'est factuel, c'est comme ça. Donc oui, bien sûr, ils font marcher qui ils veulent, entre guillemets. Même sur leur site internet, hein, les mises en avant, c'est quasiment toujours les mêmes. C'est Vanishing, mais bon, après, je crache pas dessus, hein, c'est-à-dire que j'ai eu cette chance d'être en première page de Murphy's pendant peut-être 1 mois ou 2 quand j'avais sorti certains produits. Ça fait vraiment marcher, mais voilà, c'est comme ça. Si j'étais à la place de Murphy's, comment est-ce que je ferais? Je sais pas. Donc c'est ce que j'allais dire aussi. Si tu dois générer de l'argent, t'es bien obligé de trouver des solutions. C'est ça, faut bien comprendre que c'est un business. Bien sûr, bien sûr. Chez Murphy's, je sais pas combien ils sont, hein, mais admettons qu'ils soient une cinquantaine. Je pense que t'en as peut-être une dizaine qui sont passionnés de magie, mais les autres, c'est des gens comme tout le monde, quoi, hein, des gens qui pourraient bosser dans la boîte d'à côté. Donc en fait, c'est le business avant tout et la passion passe après. Ouais, il y a une forme de normalité là-dedans. C'est normal. Maintenant, je ferais quand même attention parce que avoir le monopole, c'est pas toujours très très bon. Ça a été prouvé dans certains cas. Enfin, que ce soit les baskets, que ce soit, enfin, ça a été prouvé dans certains cas. Si tu regardes un petit peu tout ce qui est accès business, donc je ferai quand même attention à eux parce que il y a peut-être moyen que à l'avenir il y ait des gars qui arrivent et qui disent ben en fait nous ça va être comme ça marchera comme ça et si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous et je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui pourraient y aller quoi. Maintenant ça demande beaucoup d'argent donc je pense que là j'ai en tête une boîte qui pourrait éventuellement le faire mais qui bosse trop avec eux donc qui le ferait pas, mais si jamais eux s'y mettaient à mon avis ils pourraient faire du mal. Alors pourquoi pas mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. En tout cas, pour le consommateur, ça sera forcément une bonne chose. Je pense. Plus il y a de concurrence et plus le consommateur peut choisir les éléments. Du mal aux personnes, ça fera du mal aux personnes qui proposent des idées comme ça de temps en temps aux producteurs, parce que les producteurs vont dire bah non, on va pas produire. Si c'est pour en vendre qu'à Murphy's qui nous en prend 50, c'est mort maintenant. Donc voilà, ça fera du mal à certains, du bien à d'autres, mais voilà, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Ce sont les règles de Game of Thrones. Winter is coming. Exactement. Et puis voilà, tu sais, moi je me suis toujours dit, tu sais quoi, le jour, moi je m'étais promis et je me le promets encore c'est un business, ça on est d'accord. Mais à partir du moment où je suis dans l'obligation de sortir des produits pour gagner de l'argent, j'arrête. C'est-à-dire que là, je le fais vraiment avec le kiff en premier lieu. Par contre, si demain je dois sortir pour sortir, c'est mort, j'arrête parce que je sais pertinemment que je vais faire de la merde et je refuse de tomber là-dedans. Donc moi, je me suis dit, tant que ça marche, ça marche. Si demain ça s'arrête et que je dois aller bosser à McDo, j'irai bosser à McDo. Moi, j'ai très peu d'ego à ce niveau-là. J'ai très peu d'ego en général. Et donc voilà. Mais tant que ça marche, il y a là quoi. Ça marche. Hein. Clairement. Bon bah c'est cool. Merci Jordan, c'était trop bien. Bah ouais, merci à toi, c'était vraiment trop cool. Moi, je pourrais en parler pendant des heures, mais après, ça va saouler les gens. Hein. Ah, disons que j'essaye de tenir les timings de 1 heure quand c'est possible. Des fois, on dépasse un petit peu. C'est toujours un grand plaisir. J'ai même pas vu là combien de temps ça faisait. Ça fait 8 heures. Ça fait 8 heures. Très bien. 16 heures, faut aller chercher les enfants. Exactement. Bon, c'était très chouette. Merci, merci beaucoup, Jordan. C'était trop cool. Merci à toi.
Avec grand plaisir. Pour tous ceux qui nous écoutent, merci d'être restés avec nous, d'avoir écouté tout cet épisode. Je sais que vous n'avez manqué aucune seconde de cette interview très intéressante et très inspirante. Moi, j'ai appris plein de trucs et je suis vraiment très content. Et c'est aussi une des belles raisons pour lesquelles je le fais. Si vous voulez nous soutenir, vous avez les liens dans la description. Allez checker ce qui vous plaît. Abonnez-vous de tous les côtés. Et puis, je l'ai jamais dit jusqu'à maintenant parce que je me suis dit, mais c'est une évidence en 2025. Mais s'il vous plaît, partagez l'épisode en fait avec des potes et tout ça. Envoyez-leur tout ça, qu'on fasse grandir un peu cette communauté. Merci à tous et passez une bonne journée. Amusez-vous bien et puis on se reparle la semaine prochaine. Salut, ciao.